Bonjour à tous. Donc on se présente rapidement. Donc moi c'est Charlotte Maillard, je suis senior consultante chez Wavestone, qui est un cabinet spécialisé dans la transformation digitale. Et donc on accompagne notamment nos clients sur toutes les problématiques de transformation d'organisation et d'assistance maîtrise d'ouvrage principalement, notamment sur des enjeux liés à la data et à la décarbonation. Et donc dans mon parcours, moi j'ai plutôt eu un parcours plutôt axé data, notamment sur des accompagnements gouvernance des données. Et donc récemment, j'accompagne les entreprises sur des démarches, on va dire, data responsables. Donc je laisse Antoine se présenter rapidement. Bonjour à tous. Ça fonctionne bien? Vous m'entendez? Super. Je m'appelle Antoine, senior consultant au sein du cabinet Wavestone, Practice Paris. Je le précise parce que Wavestone est également présent à un bureau à Nantes. Pour ma part, j'ai plutôt participé sur des missions liées notamment à l'éco-concession, à la passage à l'échelle de la RSE, notamment dans des grandes banques françaises. Et donc la question qui nous anime aujourd'hui, c'est est-ce que la data est un accélérateur pour la décarbonation des entreprises ? Et on va faire un focus aujourd'hui sur la démarche Green Data by Design qu'on déploie chez nos clients en ce moment. Donc, juste pour expliquer brièvement, quand on parle de data et de décarbonation, en général, les clients ils viennent nous voir, ils ont trois problématiques, on va dire, un peu différentes. La première, qui est la plus mature chez nos clients, c'est aujourd'hui de plus en plus de clients ont des obligations de reporting extra-financier. Donc relatif au reporting ESG, relatif à la publication de leur bilan carbone, relatif à la récente réglementation CSRD. Ce reporting-là, il est encore difficile à produire pour de nombreuses entreprises parce qu'elles ne bénéficient pas de données de qualité pour ce reporting-là. Donc on est sollicité pour fiabiliser les données, donc c'est des démarches de mise en qualité, potentiellement fiabiliser les systèmes d'information à l'origine de ces données, donc rajouter finalement les stacks qui manquent sur les ERP, sur les MES, sur les MDM, voire on peut aussi être impliqué dans la mise en place de Carbon Management System pour produire ce reporting avec plus de fiabilité. Le deuxième volet, qui est déjà pour les entreprises un peu plus matures, souvent actuellement dans le secteur de l'énergie, puisque ça fait partie, puisque la décarbonation fait partie de leur business model, on accompagne nos clients dans le déploiement de cas d'usage BI, intelligence artificielle et IoT à impact environnemental positif, et donc notamment donc à impact carbone favorable. Donc là, on va retrouver des cas d'usage de BI très simples, comme typiquement mettre en place des tableaux de bord pour nos clients et donc mettre en place l'organisation et les processus que ça sous-tend pour tracer la quantité de déchets dans une entreprise ou tracer le nombre d'initiatives de décarbonation qui existent. Ça, c'est des cas d'usage assez basiques. On peut intervenir aussi dans le déploiement de cas d'usage d'intelligence artificielle beaucoup plus développés. Donc typiquement, aider les métiers donc, à définir et déployer des cas d'usage, par exemple, sur la maintenance prédictive des équipements, des infrastructures, sur les cas d'usage plutôt pour optimiser la consommation d'énergie ou de matières premières sur les processus industriels ou de même sur les infrastructures. Tous ces cas d'usage-là, qui sont un peu estampillés Data for Green, cependant, ils génèrent une empreinte carbone. Et en plus de ça, vous avez sûrement entendu parler de l'effet rebond, c'est-à-dire que ces cas d'usage-là, il ne faut pas que ce soit une excuse finalement pour accentuer la consommation des usages au sens large. Ce qui nous amène à la troisième problématique, qui est comment on insuffle au sein des stratégies data, donc au sein des data office finalement et de leur feuille de route, une démarche Green Data by Design, c'est-à-dire que pas seulement se focaliser sur les critères de qualité de données pour piloter la stratégie des data office, mais aussi intégrer ces aspects sobriété et durabilité au sein même de leur feuille de route. Et c'est ce qu'on va développer un peu plus aujourd'hui. Quand on parle de cas d'usage data, émissions de carbone, il est important de repréciser quels sont les différents scopes d'émissions carbone. C'est une question de rappel pour certains et une découverte pour d'autres, mais il existe trois scopes d'émissions carbone. Le scope 1, qui aujourd'hui nous intéressera un petit peu moins, qui n'est pas directement lié avec les data. Ce scope 1 représente les émissions directes liées à la consommation de la production d'énergie primaire. Le scope 2, qui nous intéressera
y a l'utilisation de ces jeux de données. Et enfin, j'en ai parlé, et vous ferez le lien, on fera le lien avec le scope 3 juste après, les équipements et infrastructures du réseau, notamment numériques, qui permettent l'utilisation de ces jeux de données et de ces algorithmes. Quand ce cas d'usage-là, il a été pensé, en tout cas par notre client, qui ne se sont pas du tout posé la question de l'empreinte carbone de ce cas d'usage-là. Donc ça a été un peu à nous d'être force de proposition pour entamer, on va dire, cette démarche. Donc on les a fait réfléchir sur finalement les différents aspects de l'empreinte carbone d'un cas d'usage, qui grosso modo sont plutôt sur trois volets. On a un aspect fabrication et développement de la solution. Donc se poser la question du matériel en fait, qui est nécessaire au déploiement du cas d'usage, des matériels physiques, donc ordinateurs, mais aussi les capteurs qui sont installés sur cette ventilation intelligente. Et donc, bien évidemment, quand on parle de matériel physique, l'empreinte carbone liée, elle est liée bien sûr aux matières premières, mais aussi à l'approvisionnement, à l'assemblage, et puis bien sûr à la distribution. Et puis, on se pose la question du développement du cas d'usage d'un point de vue vraiment code, ou en tout cas informatique. Donc, bien sûr, le codage de l'algorithme, qui donc a une empreinte carbone en tant que telle, de par sa définition et son entraînement, et puis tout ce qui est architecture SI Data et les flux de données, c'est-à-dire que ce cas d'usage-là, il sous-tend de puiser en fait dans différentes sources de données, donc ça suppose plusieurs flux qui sont eux-mêmes consommateurs d'électricité et d'énergie. On a ensuite toute l'empreinte carbone qui est liée à l'usage de la solution. Donc, bien évidemment, c'est un peu lié aux paramètres qu'on a définis au moment du développement. Mais l'usage de cette solution-là, elle génère une empreinte carbone, donc de par le fonctionnement des serveurs qui sont associés donc, à ce cas d'usage, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est collecte et stockage des données associées. Donc, on a un volume, on va dire, assez incroyable de données associées à ce cas d'usage-là. Et donc, bien sûr, tout ce qui est usage du réseau. Enfin, il y a un volet fin de vie auquel ils n'avaient pas forcément réfléchi. Donc, bien sûr, la fin de vie du matériel physique, mais aussi la fin de vie des données. En fait, comment on gère toutes les données qu'on a générées, donc par des purges, et puis comment on nettoie finalement après notre passage, une fois que le cas d'usage n'est plus utile. On n'en parle pas là, et on n'a pas forcément poussé l'exercice jusque-là non plus avec notre client, mais on a des problématiques d'effets potentiels rebond. Donc avec celle-là, un peu moins, mais en tout cas, l'idée c'est de se dire, normalement si on avait dû dérouler l'exercice jusqu'au bout, prendre en compte aussi l'effet rebond et donc se dire est-ce que ce cas d'usage-là, il ne va pas entraîner finalement un relâchement finalement des autres mesures de sobriété. Donc typiquement, on aurait pu se dire que mettre en place cette ventilation intelligente, ça pourrait limiter les efforts qu'on peut faire par ailleurs pour fermer temporairement certains espaces en période de canicule par exemple. On n'a pas poussé l'exercice jusque-là, mais ça aurait pu être un paramètre. Et pour d'autres cas d'usage data qui ne sont pas celui-là, par ailleurs, c'est pour nous des paramètres qui sont notamment à prendre en compte. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec eux, c'est de se poser la question, donc, au même titre que finalement on évalue la rentabilité économique d'un cas d'usage, c'est souvent fait dans les décisions de go-no-go avant déploiement. Là, c'est se poser la question finalement de la balance carbone liée à ce cas d'usage-là avec les données qu'on bénéficiait, qu'on avait à disposition. Donc, c'est d'essayer de faire le pendant entre les émissions qui sont évitées finalement par rapport à différents scénarios de référence et puis les émissions qui sont elles-mêmes liées au cas d'usage et qu'on vient de décrire juste avant. Et là, on s'aperçoit que finalement, selon le scénario de référence qu'on prend, on n'a pas les mêmes gains liés aux émissions évitées. Typiquement, dans un scénario de référence où on compare la ventilation intelligente à une climatisation et une ventilation classique, là, on va avoir des gains beaucoup plus forts liés à ce cas d'usage-là, puisque du coup, on a des gains liés au fait qu'on ne va pas avoir besoin de fabriquer un système de climatisation. Donc évidemment, ça, c'est des économies en termes d'émissions carbone. Et puis, on a un usage, bien sûr, lié à l'usage, on a une économie liée à l'usage de la ventilation intelligente par rapport à une climatisation et une ventilation. Donc déjà parce que la consommation d'électricité, c'est le principe d'un point de vue ventilation intelligente, elle va diminuer. Et puis on évite les pertes annuelles de gaz frigorigène. Cependant, si on prend comme scénario de référence plutôt la ventilation classique, donc on se dit finalement si on n'avait pas installé cette ventilation intelligente, on serait retombé sur une ventilation classique, là les gains sont beaucoup moindres. Donc du coup, forcément selon le scénario, il n'y avait pas le même résultat à la fin. Et donc bien sûr, on reprend finalement les choses qu'on a décrites juste avant sur quelles sont les émissions liées finalement au numérique, liées à ce cas d'usage-là. Donc toujours pareil sur la fabrication du matériel, donc les capteurs, les ordinateurs, le développement de l'algorithme.
à travers la programmation, l'exécution de l'algorithme, donc la consommation que ça sous-tend, et puis la gestion de la fin de vie. Donc on les a amenés finalement à se poser cette question-là, à faire le calcul en tout cas, au moment de la décision de go-no-go. Si on va plus loin, en fait, là on l'avait fait de manière un peu expérimentale pour ce cas d'usage-là. Au-delà de ce cas d'usage-là, on essaie de mettre en place vraiment une transformation d'organisation dans les entreprises pour faire en sorte que cette démarche-là soit plus robuste, plus industrialisée pour en fait l'ensemble des cas d'usage data. Et donc ça fasse partie finalement de la feuille de route et du mandat finalement de Data Office. Donc ce qu'on a poussé comme démarche / processus, c'est de mettre en place donc une stratégie de Green Data by Design. Donc ça suppose d'aider nos clients en fait pour qu'ils puissent intégrer certains aspects, on va dire, de calcul d'empreinte carbone à travers la conception de leur cas d'usage data. Donc on définit, on fait appliquer déjà des bonnes pratiques de sobriété des données dès la conception, c'est ce qu'on va voir après. Et puis on systématise la balance carbone dans les décisions pour que ça fasse partie au même titre que de la rentabilité économique de la décision. Et puis tout au long du cycle de vie du cas d'usage, il ne s'agit pas juste de dire bon, bah, c'est bon, on y va et puis on s'en occupe plus. C'est piloté, et donc ça suppose des indicateurs robustes, et donc on retombe sur une problématique décrite plus avant, sur finalement avoir des données de qualité, sur comment on fait appliquer les règles de sobriété des données, comment on vérifie finalement qu'il y a bien des exercices de purge qui sont faits, que le stockage des données est fait de manière efficiente pour éviter les pertes. Et puis comment on fait pour piloter l'empreinte carbone des cas d'usage au fur et à mesure de leur cycle de vie. Donc là, on repart sur les problématiques qui ont été citées plus haut. Et ça sous-tend des transformations organisationnelles, puisqu'on va mettre à jour finalement la fiche de poste du data owner et du data steward pour qu'ils intègrent non seulement les aspects qualité, sécurité des données, mais aussi ces aspects sobriété et durabilité. Quand on parle de transformation organisationnelle, transformation des rôles, on peut donner quelques exemples des macro-principes. Ici, on n'en a cité que 5. On aurait pu en mettre beaucoup plus, on rentrera dans le détail pour certains juste après. Mais ces macro-principes, qui semblent pour certains être assez facilement actionnables, sont dans la réalité beaucoup plus complexes et compliqués à mettre en place. On peut parler facilement d'une unicité, un ensemble des données qui doit être unique, à savoir éviter la réplication inutile des données. On a trop souvent tendance à partir des données que l'on a pour aller vers un besoin, alors que le besoin devrait sous-tendre à la collecte des données. Dans un second temps, on pourrait parler de minimisation, je viens de l'évoquer rapidement, de la donnée, mais via la valeur ajoutée. Donc évidemment, se focaliser sur la valeur ajoutée pour amener le besoin et non l'inverse. Dans un troisième temps, on pourrait parler stockage et flux. Le stockage, pour moi, est un élément prépondérant et essentiel à prendre en considération, et on va le détailler juste après, parce qu'il y a des règles de stockage qui sont, selon nous, facilement actionnables, qui peuvent avoir des conséquences très importantes en termes de gains euros et gains CO2. Ensuite, lorsqu'on parle de passage à l'échelle, que ce soit pour la partie data ou pour d'autres parties, on va parler de tout ce qui est réutilisation et interopérabilité notamment. On parlera des flux, des API, des composants que l'on peut avoir sur étagère. Et dans une cinquième partie, lorsque l'on parle de code efficient, on parlera de code green coding également, mais on a eu notamment un accompagnement de certains clients sur cette partie coding, et donc voir comment ce code peut être minimisé via la puissance de calcul qu'il génère, mais aussi via la consommation d'énergie et de son empreinte carbone. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, on a cette slide qui vous présentera en fait le cycle de vie de votre cas d'usage et comment on peut avoir un certain nombre d'highlights et d'actions qui sont facilement étant un mot un petit peu facile à dire mais moins facile à faire, actionnables. Donc dans un premier temps, le bon dimensionnement de vos données, on le précise ici, mais ce dimensionnement devra être fait tout au long du cycle de vie de votre cas d'usage, donc revoir les manières régulières, les règles de calcul et de la conception définies au niveau de la collecte. Une fois qu'on aura ce bon dimensionnement, on parlera de déduplication. Déduplication étant un terme qui ne sous-entend pas multiplication, mais plutôt réduction. Donc on voit qu'il peut y avoir des gains de 20 à 95% en termes d'empreinte CO2. Et enfin, une fois que vous aurez le bon dimensionnement et la déduplication, on pensera à la hiérarchisation de la donnée. J'aimerais faire un focus assez simple
ici sur le tableau que je vous présente, avec des gains euros et des gains CO2. Lorsqu'on parle de données chaudes versus froides, les données froides sont en termes de gains euros 10 fois inférieures aux données chaudes, et en termes de CO2, la proportion est quant à elle 6 fois inférieure en faveur des données froides. Donc on voit aisément les gains que l'on pourrait faire si cette hiérarchisation était faite de manière optimale. Et enfin, on en a parlé, lorsqu'on parle de la gestion de la fin de vie des données, c'est trop souvent, on sait à la vitesse à laquelle les projets aujourd'hui sont délivrés, et derrière, on ne pense pas forcément à la fin de vie de ces différents projets. On voit, et les chiffres sont parlants, que si on avait un décommissionnement, une purge des données, ou encore des règles de rétention qui n'étaient pas uniquement axées juste sur le côté juridique, mais sur le côté besoin lié à ce cas d'usage, on aurait des gains qui seraient prépondérants et, une fois de plus, facilement actionnables. Oui. Il nous reste 5 minutes. Et donc, comme on le rappelait tout à l'heure, pour contrôler ce cas d'usage tout au long de son cycle de vie, ça sous-tend quand même d'avoir des indicateurs robustes, donc pour contrôler les pratiques de sobriété et en même temps la performance environnementale des cas d'usage. Et donc ça, c'est pour ça aussi qu'on a dessiné avec nos clients tout un framework finalement de mise en place et surtout de pilotage de ces indicateurs. Donc, bien sûr, on les a aidés à mettre en place ces dashboards. Donc, sous-entendu, on a aussi défini à l'intérieur de l'organisation des référents dashboard, des référents data, des référents métiers pour que les dashboards se mettent à jour comme il faut d'un point de vue organisationnel. Il s'agissait ensuite donc, de définir tout ce qui est objectif, seuil d'alerte et plan d'action associés. Donc ça, c'est un travail souvent assez chronophage. Et puis, donc, on retrouve les problématiques finalement de mise à disposition des données, puisque dans certains cas, on n'a pas la donnée finalement facilement accessible pour se dire quelle est l'empreinte carbone de ce cas d'usage tout au long de la vie. Autant pour la conception, on peut faire des estimations, on peut utiliser des logiciels pour essayer d'estimer l'empreinte carbone au moment de la décision de go-no-go tout au long du cycle de vie. Les systèmes d'information ne sont pas forcément équipés, donc on essaie d'intégrer ces outils de reporting dans les carbon management systems quand les clients en ont déployé, quand ils n'en ont pas. C'est un peu plus délicat et donc ça suppose plus d'actions, on va dire, manuelles, le temps que les systèmes d'information soient à jour. Tout ce prérequis-là, il suppose bien sûr une transformation organisationnelle, mais aussi surtout une acculturation autour de ces enjeux de Data for Sustainability, à la fois au sein du Data Office, mais aussi des équipes métiers. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, l'objectif, c'est de changer le rôle du data owner et du data steward pour qu'il ait cette dimension plus durabilité au sein de son mandat et qu'il soit impliqué, bien sûr, comme il l'est souvent dans les entreprises, au sein des processus de data factory. Souvent, le data office est impliqué pour vérifier que les données qu'on prend, on a le droit de les diffuser, qu'elles sont bien au bon niveau de qualité, qu'on a pu les répertorier dans le data catalogue, etc. Ça, c'est des activités actuelles du data office, mais le data office pourrait aller plus loin. Donc ça suppose bien sûr que le data office soit sensibilisé, mais aussi et surtout pour que le data office ait ce mandat-là, finalement, il faut que les métiers eux-mêmes intègrent cette priorité-là au sein de leur cas d'usage, parce que le mandat du data office ne va évoluer que si tous les métiers autour, dans leur stratégie, ont finalement cette priorité-là. En fait, le data office, il ne va rien faire puisque c'est un service pour les métiers, finalement, de mettre à disposition les données, de garantir un bon niveau de qualité. Et si les métiers eux-mêmes, il n'y a pas une démarche, on va dire, d'acculturation autour de la data et donc de la green data, il n'y a rien qui se fera au niveau organisationnel d'un point de vue data office. Et pour conclure, rapidement, il me reste 1 minute, donc je serai très bref. On a parlé de cette transformation organisationnelle et le fait que la data, la green data, ou comment on veut l'appeler, peut permettre peut-être un accélérateur de la décarbonation. On a vu aussi, et c'est aisément compréhensible, qu'en fonction de cette balance carbone que vous devrez utiliser, la data peut également être un frein, suivant le cas d'usage que vous aurez à utiliser. La transformation organisationnelle sera faite notamment via la représentation de cette gouvernance et de cette data par un data office. Et enfin, si on veut aller un petit peu plus loin, aujourd'hui on a parlé carbone, il y a évidemment d'autres éléments, d'autres indicateurs environnementaux qui seront, et on en est convaincu, dans un futur relativement proche à prendre en considération. On pourrait parler de l'eau, on pourrait parler des matières premières, on pourrait parler de l'impact environnemental directement. Tous ces autres indicateurs seront à prendre en considération très prochainement. Enfin, la balance carbone et l'incarnation de ce data office sera possible uniquement
si la qualité des données est fiable, et cela passera notamment par un outillage performant. Et enfin, Charlotte l'a évoqué, cette diffusion, cette culture climat sera possible uniquement avec l'onboarding et l'implication des métiers qui, nous le savons, ont un rôle prépondérant dans le déploiement des cas d'usage. Ça sous-entend, du coup, souvent dans les feuilles de route d'un data office, on va trouver bien sûr les data office sont toujours structurés un peu de la même manière, donc avec l'aspect stratégie, comment aider les métiers à déployer des cas d'usage, ensuite l'aspect plutôt outillage data, et puis on a des aspects aussi gouvernance des données avec le catalogage, etc. Et souvent on a un aspect acculturation dans les stratégies de data office. Cet aspect acculturation, il est très axé pour l'instant acculturation de data pure, et donc il faut mettre à jour finalement ces programmes de formation data et ces démarches d'acculturation de communication data pour qu'elles intègrent aussi ces aspects-là. C'est tout pour nous. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions, on vous donnera un micro. Bonjour. Je ne connais pas la notion data froide, data chaude. C'est lié notamment à l'utilisation de vos données. Data froide, ça sera des données c'est une catégorisation qui est faite en fonction de l'utilisation de vos données. Les données froides, on aura une utilisation qui sera moindre, donc on aura un stockage qui sera différenciant par rapport à des données chaudes que l'on viendrait utiliser quotidiennement. On a trop souvent justement tendance à catégoriser les données comme chaudes, alors que l'utilisation n'est pas réelle, n'est pas quotidienne, et donc ça engendre forcément un coût supplémentaire en termes d'euros et en termes de CO2. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, merci. Ah, voici, super. Dans le cadre d'un acteur industriel pour qui le bilan carbone serait constitué principalement par ses activités, en quoi la data, puisqu'elle ne constitue pas la part principale de ce bilan, pourrait aider à réduire le reste en termes de manufacture, en termes de scope 3, typiquement sur les achats à l'étranger? Est-ce qu'il y a des cas d'utilisation qui nous permettraient de trouver des optimisations sur ces points-là? Alors, c'est pas forcément, on n'a pas beaucoup déployé quand même des cas d'usage pour des acteurs industriels sur le périmètre Scope 3. Pour autant, on peut avoir des optimisations en fait dans la stratégie d'achat du sourcing en fait grâce à l'intelligence artificielle, typiquement pour limiter en fait les ruptures de stock et donc être un peu plus vigilant dans le choix de ses fournisseurs grâce à la data, et donc aussi on a souvent en fait dans les entreprises, donc, y compris les acteurs industriels, des décisions d'urgence qui sont faites pour réapprovisionner, qui devraient être limitées par l'intelligence artificielle. Donc c'est sur ça par exemple qu'on peut agir. Et sinon on utilise la data de manière plus indirecte, dans le sens où au moment du sourcing d'un fournisseur, et donc y compris pour un acteur industriel, se pose la question de comment on peut être sûr que c'est un fournisseur et qui a des bonnes pratiques, notamment si on parle du scope 3. Et donc ça suppose de collecter les données qui vont bien, et donc on a des démarches en fait de sensibilisation des fournisseurs pour le coup, pour qu'ils nous donnent des données de leur bilan carbone à eux, parce qu'on est moins maître de ces données-là, puisqu'on demande aux fournisseurs typiquement les produits que vous voudriez nous vendre, c'est quoi leur empreinte carbone. Donc c'est plutôt des démarches d'acculturation pour qu'ils puissent eux collecter la bonne donnée et donc nous donner une donnée fiable. Donc c'est plutôt relatif à la fiabilisation du bilan carbone. Ce qu'on voit là actuellement, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas forcément matures pour avoir toujours des cas d'usage IA relatifs à ces problématiques industrielles. Donc on est plutôt sur le volet 1 avec les acteurs industriels, où on se dit il faudrait déjà qu'ils puissent faire leur bilan carbone correctement, comment ils peuvent le faire au sein de leur entreprise et comment ils peuvent le faire avec leurs parties prenantes, et donc notamment les fournisseurs si on se parle du scope 3. J'ai une question sur le chat qui dit sur quel modèle vous vous basez pour calculer les impacts et quelles sont les échelles de mesure? Les modèles, c'est-à-dire les modèles de calcul en fait. Moi j'ai pas entendu la question, pardon.
Sur quel modèle vous basez pour calculer les impacts et quelles échelles de mesure? Alors, étant donné que la plupart de nos clients sont encore dans des démarches expérimentales, au moment de la conception, quand on doit mesurer l'empreinte carbone, on se fie à des sites de calcul. Donc, du coup, par exemple, pour l'algorithme, on a Code Carbone qui va nous aider à mesurer l'empreinte carbone de l'algorithme. Après, sur quelles échelles de mesure, étant donné qu'on est encore au stade expérimental, c'est encore un défi de nos clients qu'on essaie d'adresser avec eux, puisque là, ces démarches-là, elles en sont encore à leur stade embryonnaire. Hein. Il faut déjà le déployer sur un cas d'usage, un peu comme un POC, avant de le passer à l'échelle ensuite. Après, on peut préciser aussi qu'il y a une méthodologie que Wavestone a mis en place, notamment en se basant sur un certain nombre de référentiels qui existent sur le marché. Et nous, on a nos bonnes pratiques, nos référentiels, et on a mis en place une catégorisation et un moyen de calculer un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a mis en place. Donc pour conclure, on se base sur beaucoup d'ABAC pour faire les calculs actuellement. Et puis quand il y a un Carbon Management System, là c'est un peu plus simple. C'est bon? Eh ben, merci à vous.